Ma sœur a eu un bébé, et personne ne me l'a dit. Je l'ai découvert 3 jours plus tard grâce à une photo sur Facebook. Toute la famille était dans la chambre d'hôpital, souriante. J'étais à 20 minutes de là. Quand j'ai appelé maman, elle a dit « Oh, nous ne voulions pas te déranger. » Je n'ai pas rappelé depuis. Je m'appelle Carter. J'ai 28 ans, et je veux vous raconter comment j'ai découvert que ma sœur avait eu un bébé grâce à une photo sur Facebook. Pas un texto, pas un appel, pas même un message passif-agressif dans une discussion de groupe que j'aurais au moins pu prétendre avoir manqué. Une photo Facebook publiée publiquement avec une légende qui disait « Bienvenue au monde, bébé Lily ». Et un emoji cœur. Et il y avait toute ma famille, entassée dans la chambre d'hôpital comme si c'était une séance photo de vacances, souriant jusqu'aux oreilles, tenant des ballons et des animaux en peluche et une de ces cartes géantes de la boutique de cadeaux en bas. Ma mère était au premier rang. Mon père avait son bras autour de ma sœur. Ma tante avait conduit depuis 2 heures de distance. Ma cousine Brooke avait apporté des fleurs. Tout le monde était là. Tout le monde sauf moi, et j'habite à 20 minutes de cet hôpital. Laissez-moi revenir un peu en arrière pour que cela ait un sens, parce que je sais comment ça sonne. On dirait que je suis peut-être le mouton noir. Peut-être que j'ai fait quelque chose de terrible. Peut-être qu'il y a une raison évidente pour laquelle il m'aurait exclu. Et honnêtement, j'ai passé les premières 48 heures après avoir vu cette photo à me poser la même question. Repassant chaque interaction, chaque fête, chaque appel téléphonique pour essayer de comprendre ce que j'avais fait de mal. Mais la vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus laide que ça. Je n'ai rien fait de mal. Je n'étais tout simplement pas assez important pour qu'on se souvienne de moi. Ma sœur s'appelle Paige. Elle a 31 ans, 3 ans de plus que moi. Et d'aussi loin que je me souvienne, elle a été le soleil autour duquel ma famille gravite. Je ne dis pas cela avec amertume. Ou du moins, j'essaie de ne pas le faire. C'est juste un fait. Paige a été la première petite fille, la première à obtenir son diplôme universitaire, la première à se marier, la première à acheter une maison. Elle a franchi chaque étape comme si elle cochait une liste. Et chaque fois, toute la famille s'est présentée comme si c'était un événement national. La remise de son diplôme universitaire avait plus de participants que certains mariages auxquels j'ai assisté. Son vrai mariage ressemblait à quelque chose sorti d'un magazine. Quand elle a annoncé sa grossesse à Thanksgiving, ma mère a littéralement crié. Pas au sens figuré. Elle a crié, a attrapé Paige et s'est mise à pleurer. Mon père a ouvert une bouteille de champagne qu'il avait apparemment gardée pour cette occasion précise. Ma tante a appelé son pasteur. Et écoutez, je ne dis pas que Paige ne mérite pas d'être célébrée. Elle le mérite. Elle est intelligente et motivée. Et elle a épousé un type bien nommé Tran qui travaille dans la logistique et sent toujours le linge frais. Ils forment un bon couple. Je les aime bien. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est ce qui se passe quand on me met à côté d'elle. Ou plus précisément, ce qui ne se passe pas. Parce qu'à côté de Paige, je suis du papier peint. Je suis l'autre enfant. Je suis celui que ma mère présente aux fêtes en disant « Et voici Carter ». Avec la même énergie que vous utiliseriez pour indiquer où se trouvent les toilettes. Je travaille comme technicien en CVC. Je fais ça depuis 6 ans. Je suis bon dans ce que je fais, et je gagne un salaire décent, pas l'argent de Paige et Tran, mais je paie mes factures. J'ai un appartement propre et je conduis un camion qui démarre du premier coup tous les matins, ce qui est plus que ce que je pouvais dire il y a 3 ans. Je ne suis pas marié. Je n'ai pas d'enfant. Et je pense que cela fait partie du problème dans ma famille. Si vous ne franchissez pas les étapes importantes, vous pourriez aussi bien ne pas exister. Personne ne me pose de questions sur mon travail. Personne ne me pose de questions sur ma vie. Au dîner de Noël l'année dernière, mon père m'a demandé si je faisais toujours le truc de la climatisation, puis s'est retourné vers Tran avant que j'aie fini de répondre. Je veux être clair, je ne suis pas un type aigri assis dans une pièce sombre à faire une liste de griefs. J'ai des amis. J'ai une vie que j'apprécie vraiment. J'ai un copain nommé Drew avec qui je regarde le football tous les dimanches. Je vois une femme nommée Léa depuis environ 4 mois maintenant et les choses se passent très bien. Je vais à la pêche le week-end quand il fait beau. Je vais bien, mais il y a une différence entre être bien dans sa vie et être bien avec le fait que sa famille vous traite comme une pensée après coup.
Et j'avais confondu ces deux choses pendant des années. La grossesse était une grosse affaire dans ma famille. Évidemment. Paige devait accoucher à la mi-mars. Ma mère n'arrêtait pas d'en parler depuis l'annonce. Elle a acheté un berceau. Elle a peint une fresque dans sa chambre d'amis. Elle a lancé une discussion de groupe appelée A Baby Watch dans laquelle j'étais techniquement inclus mais rarement mentionné. La plupart des messages étaient entre elles, Paige, ma tante Denise et Brooke. Je parcourais parfois et voyais 47 messages non lus sur les thèmes de chambre d'enfants, les marques de poussette et quel hôpital avait la meilleure maternité. Je n'avais pas grand-chose à apporter à ces conversations, alors je me contentais la plupart du temps d'aimer les messages et de passer à autre chose. Mais voici le truc. J'ai dit à Paige, directement en face, lors d'un dîner de famille en février, que je voulais être là quand le bébé naîtrait. Je l'ai dit clairement. J'ai dit, Paige, quand ce sera le moment, envoie-moi juste un texto. Je laisserai tout tomber. Je veux être là. Elle a souri et a dit, bien sûr que tu vas être l'oncle Carter. Et je l'ai cru. Pourquoi ne l'aurais-je pas cru? Le 14 mars était un mercredi. Je m'en souviens parce que j'avais un travail à Riverside ce matin-là, une installation complète de système qui a pris la majeure partie de la journée. J'ai terminé vers 16 heures, j'ai pris un sandwich, je suis rentré chez moi, j'ai pris une douche et je me suis assis sur mon canapé pour regarder la télévision. Mon téléphone était juste à côté de moi tout le temps. Pas d'appel manqué, pas de texto, rien sur la discussion de groupe, juste un mercredi normal. Le jeudi était pareil. J'ai travaillé une demi-journée, je suis rentré chez moi, j'ai fait la lessive. Toujours rien d'inhabituel. Je me souviens avoir pensé que c'était un peu calme dans la discussion familiale, mais je me suis dit que Paige était probablement juste mal à l'aise et que tout le monde lui laissait de l'espace. Le vendredi après-midi, je parcourais Facebook pendant ma pause déjeuner et c'est là que je l'ai vue. La publication de Paige, une photo d'elle dans un lit d'hôpital, l'air fatiguée mais heureuse, tenant un bébé emmailloté dans une couverture rose et entouré de chaque membre de ma famille comme une sorte de tableau de Norman Rockwell. Ma mère, mon père, tante Denise, Brooke, les parents de Tran, même mon cousin Marcus qui vit à 45 minutes et qui a dit un jour qu'il n'aimait pas les hôpitaux. La légende disait, bébé Lily est arrivé le 14 mars à 14h17 de l'après-midi. 7 livres 4 onces. Nous sommes tellement amoureux. 14 mars, mercredi, 14h17 de l'après-midi. J'étais à 20 minutes de là, en train de remplacer des conduits dans un cabinet dentaire. J'ai fixé cette photo pendant longtemps. J'ai zoomé sur chaque visage. J'ai compté les gens. J'ai lu les commentaires. 46 commentaires, tous des félicitations, tous des émojis cœur, tous des elle est magnifique et quelle bénédiction. Pas une seule personne n'a dit « Où est Carter ?» Pas une seule. J'ai posé mon téléphone. Je l'ai repris. Je l'ai reposé. Je suis resté assis dans mon camion sur un parking pendant 15 minutes à essayer de comprendre ce que je devais ressentir parce que, honnêtement, ce n'était pas une seule émotion. C'était toute. La peine, la confusion, la colère, l'embarras. Ce stupide sentiment de vide dans ma poitrine, comme si quelqu'un avait retiré quelque chose et oublié de le remettre. Puis j'ai appelé ma mère. Elle a décroché à la 3e sonnerie, joyeuse comme tout. « Salut, chérie », a-t-elle dit, comme si tout était complètement normal, comme si elle n'avait pas passé 3 jours avec une toute nouvelle petite fille et n'avait jamais pensé à prendre le téléphone. J'ai dit, « Maman, Paige a eu le bébé. » Et elle a dit, « Oh, oui. » N'est-elle pas précieuse? 7 livres 4 onces. Elle ressemble exactement à Paige quand elle est née. J'ai dit, personne ne me l'a dit. Il y a eu une pause, une courte pause, puis elle l'a dit. La phrase que j'entendrai probablement dans ma tête pour le reste de ma vie. Oh, nous ne voulions pas te déranger. Je n'ai pas rappelé depuis. J'ai besoin d'expliquer ce que cette phrase m'a fait, parce que je ne pense pas que les mots seuls le capturent. Nous ne voulions pas te déranger. 5 mots dits nonchalamment, dits sans culpabilité ni hésitation, ni même le moindre indice qu'elle comprenait ce qu'elle avouait. Elle n'a pas dit « Je suis désolé ». C'était mouvementé et nous avons perdu la notion du temps. Elle n'a pas dit « Paige a commencé le travail rapidement et nous avons paniqué ». Elle a dit qu'il ne voulait pas me déranger. Comme si m'informer que ma sœur était en train d'accoucher était une nuisance.
Comme si j'étais une vague connaissance qui avait envoyé une corbeille de fruits une fois et que c'était là toute mon implication. Ils ont fait un choix conscient et délibéré de ne pas m'appeler. Et ma mère l'a dit comme si elle me disait qu'il n'avait plus de lait. Je n'ai pas crié. Je ne me suis pas disputé. J'ai juste dit, d'accord, maman, et j'ai raccroché. Et puis je suis resté assis là, dans mon appartement, à regarder le mur pendant ce qui m'a semblé être 1 heure, mais qui était probablement 10 minutes, essayant de digérer le fait que toute ma famille avait collectivement accepté, que ce soit à voix haute ou par le silence. Que je n'avais pas besoin d'être là pour la naissance de ma nièce. Que j'étais si bas sur la liste des priorités que personne, ni ma mère, ni mon père, ni ma sœur, qui m'avait regardé dans les yeux et m'avait appelé oncle Carter, n'avait pensé à m'envoyer un texto de 2 mots. Elle est là. C'est tout ce qu'il aurait fallu. 2 mots. Les jours suivants ont été difficiles. Je suis allé travailler parce que c'est ce que je fais. Je me suis présenté. J'ai réparé des choses. Je suis rentré en voiture. Mais à l'intérieur, j'avais cette conversation avec moi-même que je ne pouvais pas arrêter. Une partie de moi disait, tu réagis de manière excessive. C'était probablement juste un oubli. Les gens se laissent emporter par l'excitation. Et l'autre partie de moi disait, non, non, ce n'était pas un oubli. C'était un schéma, et tu l'as ignoré pendant 28 ans parce qu'il est plus facile de prétendre que tu vas bien que d'admettre que ta famille ne pense à toi que si tu es juste en face d'eux. J'en ai parlé à Drew ce dimanche-là. Nous étions chez lui à regarder le basket, et je l'ai juste sorti comme ça. Il a posé sa bière et m'a regardé comme si je lui avais dit que quelqu'un avait rayé mon camion. Drew n'est pas un grand émotif. C'est le genre de personne qui exprime son affection en vous insultant. Mais même lui a dit, mec, c'est dégueulasse. Et puis il a dit quelque chose qui m'est resté. Il a dit, Carter, tu sais que ce n'est pas la première fois, n'est-ce pas? Tu viens seulement de le remarquer. Il avait raison. Et une fois que j'ai commencé à y penser vraiment, les souvenirs ont afflué comme si quelqu'un avait ouvert une vanne. La remise de mon diplôme universitaire. Je suis allé dans une école professionnelle pour une certification en CVC. Ce n'était pas une université de 4 ans. C'était un programme de 18 mois, mais j'en étais fier. Je travaillais à plein temps et je suivais des cours le soir, et j'ai terminé avec une moyenne élevée. La cérémonie a eu lieu un samedi. J'ai donné la date à mes parents 2 mois à l'avance. Ma mère a dit qu'elle serait là. Mon père a dit qu'il essaierait. Le jour J, je suis assis dans l'auditorium en toge et mortier, et je reçois un texto de ma mère qui dit, tellement désolé, chérie. Paige avait besoin d'aide pour déménager des meubles dans son nouvel appartement. On fêtera ça bientôt. Ils n'ont jamais fêté ça. Pas un dîner, pas une carte, pas un « et, nous sommes fiers de toi ». Rien. Paige, qui avait déjà un appartement entièrement meublé, avait apparemment besoin de mes 2 parents ce samedi précis pour déplacer un canapé. Mon 25e anniversaire. Je ne fais pas de grandes fêtes, mais j'avais mentionné à ma mère que j'allais dîner avec des amis et que ce serait bien si elle et papa voulaient venir. Elle a dit qu'elle regarderait le calendrier. Le jour est venu et est passé. Pas d'appel, pas de texto, pas de carte. 3 jours plus tard, elle m'a envoyé un texto, joyeux anniversaire en retard, chérie. Ça a été la folie. Avec un emoji bisou. Quand je l'ai vue la semaine suivante, elle m'a tendu une carte cadeau de 20 $ pour un restaurant où je n'ai jamais été. Il y avait encore l'étiquette de prix au dos, d'où elle l'avait clairement attrapé à la caisse en se rendant ailleurs. La fois où j'étais à l'hôpital. Celle-ci fait encore mal. Il y a 2 ans, j'ai eu une appendicectomie d'urgence. Ce n'était pas une menace pour la vie, mais ce n'était pas rien non plus. J'avais mal. J'avais peur et j'étais seul dans une chambre d'hôpital à 23 heures du soir. J'ai appelé ma mère, elle n'a pas répondu. J'ai appelé mon père, il n'a pas répondu. J'ai envoyé un texto à Paige. Elle a répondu le lendemain matin avec « Oh non, ça va ». J'étais déjà rentré à la maison à ce moment-là. Ma mère a appelé cet après-midi-là et a dit « J'avais mon téléphone en silencieux. Tu sais, je fais ça la nuit. » J'ai dit « J'étais à l'hôpital, maman. » Elle a dit « Eh bien, tu vas bien maintenant, n'est-ce pas ?» Et c'était tout. Pas de visite, pas de suivi, juste « Tu vas bien maintenant, n'est-ce pas ?»
Pendant ce temps, quand Paige s'est fait enlever ses dents de sagesse à 23 ans, ma mère a pris une semaine de congé pour être chez elle. Elle lui a fait de la soupe tous les jours, l'a conduite à tous ses rendez-vous de suivi, a publié des messages à ce sujet sur Facebook comme si Paige avait survécu à une guerre. J'avais l'habitude de trouver des excuses pour ces choses. J'avais l'habitude de me dire que ce n'était pas du favoritisme. C'était juste des circonstances différentes, un timing différent, des priorités différentes. Mais assis dans mon appartement après cet appel téléphonique, parcourant cette photo de l'hôpital une fois de plus, je ne pouvais plus trouver d'excuses. Les preuves n'étaient pas quelques incidents dispersés. C'était toute ma vie. Je n'ai appelé personne de ma famille pour le reste du mois de mars. Ni ma mère, ni mon père, ni Paige. Et voici la partie qui a vraiment confirmé tout ce que je commençais à comprendre. Personne ne m'a appelé non plus. Pas une seule personne de ma famille n'a pris le téléphone pour me demander pourquoi je n'étais pas venu voir le bébé. Personne n'a envoyé de texto. Personne n'a pris de nouvelles. C'était comme si j'avais simplement cessé d'exister et que personne ne l'avait remarqué. C'est Léa qui m'a empêché de sombrer. Elle venait après le travail et nous cuisinions le dîner, et elle me laissait en parler sans essayer de régler le problème. Elle ne m'a pas dit que je réagissais de manière excessive ou que je devrais simplement les appeler et arranger les choses. Elle écoutait simplement, puis disait des choses comme « Ce n'est pas normal, Carter, et tu méritais mieux que ça ». Des choses simples, des choses évidentes, mais j'avais besoin de les entendre de quelqu'un d'extérieur à ma propre tête parce que j'avais passé si longtemps à minimiser ces choses que je ne faisais plus confiance à mon propre jugement. Un soir, début avril, elle a dit « Je peux te poser une question ?» Et j'ai dit « Bien sûr ». Elle a dit « Quand est-ce que ta mère t'a appelé en premier pour la dernière fois ?» Pas pour répondre à quelque chose que tu as envoyé, mais pour vraiment prendre le téléphone pour t'appeler juste pour parler. J'y ai réfléchi. Je me suis vraiment assis là et j'y ai réfléchi, et je n'ai pas pu trouver de réponse. Pas une réponse récente, en tout cas. Peut-être à Noël, quand elle avait appelé pour confirmer à quelle heure je venais dîner, mais juste pour parler, juste pour prendre des nouvelles, juste pour entendre ma voix. Je ne pouvais pas me souvenir. Je ne pouvais littéralement pas me souvenir d'un moment. Léa n'a rien dit après ça. Elle n'en a pas eu besoin. L'expression sur mon visage disait tout. Avril s'est traîné. Je suis allé travailler. Je suis rentré à la maison. J'ai regardé le basket avec Drew. Je suis allé à la pêche. J'ai vu Léa. Ma vie était la même qu'elle l'avait toujours été, sauf que maintenant il y avait cette chose à vif, ouverte dans ma poitrine que je ne pouvais pas refermer. Chaque fois que je passais devant cet hôpital en allant sur un chantier, je le sentais. Chaque fois que je voyais une publicité liée au bébé sur mon téléphone, je le sentais. Chaque fois que mon téléphone vibrait et que ce n'était pas eux, je le sentais. Et puis j'ai commencé à ressentir autre chose. Quelque chose sous la peine à laquelle je ne m'attendais pas. De la colère. De la vraie colère. Pas le genre chaud et explosif. Le genre lent. Le genre qui reste dans votre estomac comme une pierre et qui devient plus lourd chaque jour. C'est Drew qui a finalement dit ce que je pensais mais que je n'arrivais pas à formuler. Nous étions sur sa terrasse un dimanche soir et il a dit « Tu sais quel est le problème de ta famille ? Ils ne pensent pas que tu comptes. Et le pire, c'est qu'ils t'ont à moitié convaincu de la même chose. » Il a pris une gorgée de sa bière et a dit « Donc la question est, vas-tu continuer à leur donner raison ?» C'est cette nuit-là que j'ai décidé que j'en avais fini d'attendre qu'ils me remarquent. Si ma famille voulait me traiter comme si je n'existais pas, très bien. J'allais me construire une vie si pleine que leur absence ne serait rien de plus qu'une chaise vide à une table déjà bondée de gens qui, eux, étaient vraiment présents. Je ne m'attendais simplement pas à ce que le premier test arrive si tôt. Le premier test est arrivé un dimanche de fin avril. Ma mère a envoyé un texto dans la discussion de groupe familial, la même que j'avais mise en sourdine depuis des semaines, disant « Brunch de la fête des mères à la maison. Tout le monde doit être là pour 11 heures. Pas d'invitation personnelle. Pas de Carter, ça me ferait très plaisir si tu venais. » Juste une annonce générale comme si elle organisait une réunion. J'ai fixé ce texto pendant un moment, puis j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je n'ai pas répondu. Je n'ai pas dit que je serais là. Je n'ai pas dit que je ne pouvais pas venir. Je l'ai juste laissé comme ça. Lu. Pas de réponse.
Le message est resté dans cette discussion pendant 6 jours. Personne ne m'a relancé personnellement. Personne n'a envoyé un texto séparé disant « Eh, Carter, tu viens ». Ma mère n'a jamais appelé. Paige n'a jamais pris contact. Mon père, dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis avant la naissance du bébé, n'a pas dit un mot. Le jour de la fête des mères est arrivé. Je ne suis pas allé. J'ai passé la journée avec Léa dans un marché de producteurs, puis nous avons fait griller des steaks chez moi et regarder un film. C'était une bonne journée, mais je mentirais si je disais qu'il n'y avait pas un nœud dans mon estomac tout le temps. Pas de la culpabilité exactement, plutôt comme le poids fantôme de quelque chose que vous avez porté si longtemps que vous vous sentez étrange sans. Ma mère m'a envoyé un texto à 20 h ce soir-là. Tu nous as manqué aujourd'hui. 2 mots qui auraient pu signifier quelque chose s'ils étaient venus avec un appel téléphonique ou des excuses ou une indication quelconque qu'elle comprenait pourquoi je n'étais pas là, mais ce ne fut pas le cas. Juste tu nous as manqué aujourd'hui avec un emoji triste, puis rien. Je n'ai pas répondu à celui-là non plus. Voici ce que j'ai appris en devenant silencieux avec votre famille. Le silence vous dit tout ce que vous avez besoin de savoir. Quand vous arrêtez de tendre la main et que personne ne vous l'attend en retour, vous ne perdez pas une relation. Vous voyez enfin celle que vous avez toujours eue. Et une fois que vous la voyez clairement, vous ne pouvez plus l'ignorer. Le brouillard se lève et vous réalisez que vous êtes debout seul dans un champ depuis des années, faisant signe à des gens qui vous tournaient le dos. Mais voici le truc avec le deuil, parce que c'est ce que c'était. Le deuil d'une famille que je pensais avoir mais que je n'ai jamais vraiment eu. Le deuil ne reste pas là. Il bouge. Il se transforme. Et si vous le laissez faire, il vous pousse vers quelque chose de nouveau. Mais a été le mois où tout a commencé à changer. Et ça a commencé avec mon travail. Je travaillais pour une entreprise de CVC de taille moyenne appelée Pinacle depuis environ 4 ans. Bonne entreprise, salaire décent, travail stable, mais je me laissais porter, je me présentais, je faisais mes heures, je rentrais chez moi. J'étais bon au travail, mais je ne me dépassais pas parce que, honnêtement, à quoi bon? Personne dans ma vie ne semblait se soucier que je sois technicien en CVC ou pompiste, alors pourquoi s'embêter à gravir les échelons? Mais quelque chose a changé après que j'ai arrêté de parler à ma famille. C'était comme si toute l'énergie que je dépensais à essayer de gagner leur attention n'avait soudainement nulle part où aller et elle s'est redirigée vers tout le reste. J'ai commencé à arriver plus tôt. Je me suis porté volontaire pour les travaux compliqués que les autres gars évitaient. J'ai commencé à étudier pour la mise à niveau de ma certification EPA, que je repoussais depuis 2 ans. Je restais tard pour aider les nouveaux. Mon patron, un gars nommé Garrett, qui était dans le métier depuis 30 ans et avait à peu près la gamme émotionnelle d'un mur de briques, m'a pris à part un après-midi et a dit, quoi que tu fasses, continue de le faire. 2 semaines plus tard, Garrett m'a dit que Pinacle était en expansion. Ils avaient décroché un contrat avec une société de gestion immobilière qui s'occupait d'environ 60 unités résidentielles réparties sur 3 complexes. Ils avaient besoin de quelqu'un pour diriger l'équipe de maintenance de ces propriétés. Ce n'était plus seulement du travail sur le terrain. C'était de la planification, des relations avec les clients, du contrôle qualité, la gestion de 2 autres techniciens, un poste de chef d'équipe avec une augmentation et un camion de fonction. Il me l'a offert. Il a dit que j'étais le choix évident. Il a dit que j'avais surpassé des gars qui étaient là depuis 2 fois plus longtemps. J'ai dit oui avant qu'il ne finisse sa phrase. Ce travail a tout changé. Pas seulement l'argent, bien que l'argent fût appréciable. Cela a changé la façon dont je me voyais. Pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression de construire quelque chose. Comme si j'avais un élan, comme si j'étais quelqu'un qui allait quelque part au lieu de quelqu'un qui essayait juste de ne pas être laissé pour compte. Léa et moi sommes devenus plus sérieux à peu près au même moment. Elle a rencontré Drew et sa petite amie Cassie lors d'un barbecue en juin et s'est intégrée comme si elle avait toujours été là. Nous avons commencé à parler de l'avenir, pas de manière dramatique, genre planifions le mariage, mais de la manière discrète où vous réalisez que vous prenez des décisions ensemble sans même y penser. Elle disait, nous devrions essayer ce nouveau restaurant, et je disais on pourrait faire ça dimanche. Et ça fonctionnait tout simplement. Facile. Pas de performance, pas d'audition, juste 2 personnes qui aimaient être ensemble. J'ai aussi commencé à avoir un thérapeute. Je sais. Un gars du CVC en thérapie, appelez les journaux. Mais la petite amie de Drew, Cassie,
envoyé un depuis des années, et elle a dit que ça avait changé sa vie. Et je me suis dit que si j'allais reconstruire, je pouvais aussi bien reconstruire les fondations. Ma thérapeute s'appelait Dr. Holt et c'était cette toute petite femme dans la soixantaine avec des lunettes de lecture sur une chaîne qui avait l'air de devoir tricoter sur une terrasse quelque part, mais qui pouvait percer vos absurdités en environ 4 secondes. La première séance, elle m'a demandé de décrire ma relation avec ma famille. J'ai parlé pendant environ 20 minutes. Quand j'ai eu fini, elle a dit, « Donc, vous avez passé toute votre vie à auditionner pour un rôle dans lequel ils avaient déjà choisi quelqu'un d'autre ?» Je suis resté là à la regarder, clignant des yeux, comme si elle venait de lire mon journal intime. Elle a dit, « L'audition est terminée, Carter. La question est de savoir ce que vous voulez faire de tout ce talent maintenant que vous ne le gaspillez plus pour un spectacle dont la distribution est déjà complète. » Je suis retourné la voir toutes les 2 semaines après ça. Nous avons parlé du schéma, du favoritisme, de la façon dont j'avais intériorisé l'idée que je ne valais pas le temps de quelqu'un et comment cette croyance avait discrètement façonné chaque décision que j'avais prise. Nous avons parlé de limites, de ce que signifie aimer quelqu'un tout en reconnaissant qu'il vous fait du mal, de la différence entre pardonner et oublier, et simplement passer à autre chose. En juillet, je pensais à peine à ma famille pendant la journée. J'étais trop occupé. Le nouveau travail était exigeant de la meilleure des manières. J'avais 2 gars sous mes ordres, Riley et Jack. Tous 2 de bons travailleurs qui avaient juste besoin de direction. Les clients de la gestion immobilière m'aimaient parce que je me présentais quand je disais que je le ferais et que j'expliquais les choses en langage clair au lieu de jargon. Garrett a commencé à m'amener aux réunions avec les clients. Mon salaire a augmenté. J'ai ouvert un compte d'épargne pour la première fois de ma vie et j'avais réellement de l'argent à y mettre. J'étais heureux, vraiment, simplement, banalement heureux. Pas le bonheur frénétique de quelqu'un qui essaie de prouver quelque chose, mais le genre calme qui vient de savoir que votre vie est construite sur des choses qui sont réelles. Léa était réelle. Drew et Cassie étaient réels. Mon travail était réel. Dr. Holt et le travail que je faisais avec elle, c'était réel. J'avais construit une vie qui ne dépendait pas de la validation de ma famille. Et c'était bien. L'ironie, parce qu'il y a toujours de l'ironie dans ces histoires, c'est que le moment où j'ai arrêté d'avoir besoin d'eux a été le moment où ils ont finalement remarqué que j'étais parti. Ça a commencé par un texto de Paige fin juillet. Et, je n'ai pas eu de tes nouvelles depuis un moment. Lily devient si grande. J'adorerais que tu la rencontres. Je l'ai lu. Je n'ai pas répondu pendant 2 jours. Pas pour faire un jeu de pouvoir. Je ne savais sincèrement pas quoi dire. Une partie de moi voulait y aller en voiture immédiatement. C'était ma nièce. Elle n'avait rien fait de mal. Mais une partie de moi savait que franchir cette porte signifiait retourner dans la dynamique dont j'avais passé 4 mois à m'extraire, et je n'étais pas prêt pour ça. Pas encore. Peut-être jamais. J'ai finalement répondu par texto quelque chose de neutre. Content qu'elle aille bien. J'ai été très occupé par le travail. Peut-être bientôt. Sans engagement. Poli. Le genre de texto que vous envoyez à un collègue, pas à une sœur. Paige n'a pas répondu à ça pendant 1 semaine. Et quand elle l'a fait, ce n'était pas par texto. C'était par l'intermédiaire de ma mère. Mon téléphone a sonné un samedi matin. J'ai vu maman sur l'écran et mon estomac s'est noué. Je l'ai laissé sonner. Je l'ai laissé aller à la messagerie vocale. Et puis j'ai écouté le message. Carter, c'est maman. Paige dit que tu as été distant et elle s'inquiète pour toi. Nous nous inquiétons tous. Je ne sais pas ce qui se passe avec toi, mais ça ne te ressemble pas, appelle-moi quand tu auras un moment. Nous t'aimons. J'ai écouté ce message vocal 3 fois. Ça ne te ressemble pas. Elle avait raison. Ça ne me ressemblait pas. L'ancien moi aurait rappelé immédiatement, se serait excusé d'être absent, serait allé là-bas avec un cadeau pour le bébé et un sourire aux lèvres. L'ancien moi aurait ravalé tout ce que je ressentais juste pour maintenir la paix. Mais l'ancien moi était le gars qui a découvert qu'il avait une nièce grâce à une publication Facebook. L'ancien moi était le gars qui était assis seul dans une chambre d'hôpital avec une appendicite éclatée. L'ancien moi était celui qu'il ne voulait pas déranger. Alors, non, ça ne me ressemblait pas. Et j'en avais fini d'être la version de moi avec laquelle ils étaient à l'aise. Je n'ai pas rappelé. Mais ce que je ne savais pas,
c'est que mon silence était sur le point de forcer une confrontation que je n'avais jamais prévue. Et ça allait se produire à l'endroit où je m'y attendais le moins. C'est arrivé dans une quincaillerie, de tous les endroits possibles, un samedi de la mi-août. J'étais en train de prendre des raccords pour un travail le lundi, je marchais dans l'allée de la plomberie, et j'ai tourné au coin et là, il y avait mon père, debout, tenant une boîte d'ampoules, me regardant comme si j'étais un fantôme. Nous nous sommes regardés pendant environ 3 secondes, ce qui ne semble pas long, mais qui paraît une éternité quand vous n'avez pas parlé à votre père depuis 5 mois. Il avait l'air plus vieux que dans mon souvenir, plus mince. Il portait un polo délavé et ses lunettes de lecture étaient relevées sur son front. Et pendant une brève et stupide seconde, j'ai presque eu pitié de lui. Puis il a dit, « Carter, où diable étais-tu passé ? Pas, comment vas-tu ? Pas, tu m'as manqué. Pas, je suis désolé que nous ne t'ayons pas appelé quand ta sœur a eu son bébé. Où étais-tu passé ? Comme si j'étais un gamin qui avait manqué le couvre-feu. J'ai dit, j'ai été ici même, papa. Même appartement, même numéro, même 20 minutes de l'hôpital. Il a cligné des yeux à ça. Je pouvais le voir y réfléchir, essayant de savoir si j'étais sarcastique ou conflictuel, ou si je ne faisais qu'énoncer un fait. J'énonçais un fait, mais j'avoue que la manière de le dire avait un certain mordant. Il a dit, ta mère s'est fait un sang d'encre. Je pense que tu es en colère pour quelque chose. J'ai dit, Paige a raison. Il a changé les ampoules de main et a dit, eh bien, vas-tu me dire ce que c'est ou allons-nous rester dans l'allée de la plomberie et faire ça ? Et vous savez quoi ? J'ai failli ne pas le faire. J'ai failli dire, ce n'est rien, papa. Ne t'inquiète pas pour ça. Et m'en aller. C'est le réflexe. C'est la mémoire musculaire de 28 ans à être le gamin facile, le gamin sans drame, celui qui ne fait jamais de vagues. Mais la voix du docteur Holt était dans ma tête, disant, les gens qui vous ont appris à être petits n'ont pas le droit de se plaindre quand vous commencez à prendre de la place. Alors, j'ai pris une grande inspiration et je l'ai dit. Vous étiez tous à l'hôpital quand Lily est née. Chacun d'entre vous. Et personne ne me l'a dit. Personne n'a appelé. Personne n'a envoyé de texto. Je l'ai découvert 3 jours plus tard sur une photo Facebook. Et quand j'ai appelé maman à ce sujet, elle a dit que vous ne vouliez pas me déranger. Le visage de mon père a fait quelque chose que je n'avais jamais vu auparavant. C'était comme regarder quelqu'un traiter une équation qu'il ne pouvait pas résoudre. Sa bouche s'est ouverte, puis s'est refermée. Puis il a dit, c'est de ça qu'il s'agit. C'est de ça qu'il s'agit. Comme si je venais de lui dire que j'étais contrarié pour une amende de stationnement. J'ai dit, oui, papa. C'est de ça qu'il s'agit. Ma sœur a eu un bébé. Ma famille était là. Je n'y étais pas. Et personne ne s'en est soucié. Il a dit, bien sûr que nous nous en sommes souciés. C'est juste. Tout s'est passé vite et ta mère s'occupait des appels et je pensais que quelqu'un t'avait prévenu. J'ai dit, personne ne m'a prévenu. Personne ne me prévient jamais de rien. Personne ne m'a rien dit depuis des années. Tu n'es pas venu à ma remise de diplôme. Tu as oublié mon anniversaire. J'étais à l'hôpital avec mon appendice et tu n'as pas décroché le téléphone. Et chaque fois, j'ai laissé passer. Chaque fois, je me suis dit que c'était un accident ou un mauvais timing ou juste la façon dont les familles fonctionnent. Mais ce n'est pas comme ça que les familles fonctionnent, papa. C'est comme ça que notre famille fonctionne avec moi. Juste moi. Il est resté là pendant un long moment. Les ampoules étaient toujours dans sa main. Un gars en gilet orange est passé à côté de nous et nous a demandé si nous avions besoin d'aide pour trouver quelque chose. Et mon père lui a juste fait signe de la main sans le regarder. Finalement, il a dit, « Je pense que tu es dramatique, Carter. » Et c'est là que j'ai su. Debout dans cette quincaillerie sous ces lumières fluorescentes, tenant un sac de raccord en cuivre, j'ai su que ce n'était pas un malentendu. Ce n'était pas un problème de communication. C'était qui ils étaient. Mon père n'était pas désolé. Il n'était pas réfléchi. Il n'était même pas curieux de savoir à quel point je souffrais. Il pensait que j'étais dramatique. Son fils venait de lui dire qu'il avait été invisible toute sa vie. Et sa réponse a été de le rejeter. J'ai dit, d'accord, papa. Je suis dramatique. Passe une bonne journée. Et je suis parti. J'ai payé mes raccords. Je suis monté dans mon camion et je suis rentré chez moi.
Cette nuit-là, j'ai tout raconté à Léa. Pas seulement la quincaillerie, mais tout. L'image complète, chaque souvenir, chaque affront, chaque moment que j'avais ravalé. Elle s'est assise sur mon canapé et a écouté pendant plus d'1 heure sans m'interrompre. Et quand j'ai eu fini, elle a dit, « Que veux-tu qu'il se passe ?» J'y ai réfléchi. J'y ai vraiment réfléchi. Et j'ai dit, je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Pas pour qu'ils puissent le réparer. Je ne pense pas qu'ils puissent le réparer, mais je veux qu'ils l'entendent. Tout. De ma part, d'une manière qu'ils ne peuvent pas rejeter ou minimiser ou transformer en moi étant dramatique. Je veux qu'ils y soient confrontés. Léa a dit, alors tu dois leur dire. Pas dans une quincaillerie, pas au téléphone, face à face, selon tes conditions, quand tu seras prêt. Elle avait raison. Mais je n'allais pas le faire impulsivement. Le docteur Holt et moi avons passé les 3 séances suivantes à nous préparer, pas à écrire un script. Elle ne croyait pas au script, mais à clarifier. Qu'est-ce que je voulais vraiment dire? Quels étaient les faits, pas les émotions, qu'il fallait qu'ils entendent? Quelles limites est-ce que j'établissais? Et quelles seraient les conséquences s'ils ne les respectaient pas? Quel résultat pouvais-je accepter? Même si ce n'était pas le résultat que je voulais. Nous avons mis au point ce qu'elle appelait une conversation de vérité, pas une dispute, pas une embuscade, pas une explosion à la table de Thanksgiving, une conversation calme, claire, d'adulte où je disais ce que j'avais à dire et il l'entendait ou non. Et de toute façon, je saurais que je l'avais dit. J'ai aussi fait quelque chose que je n'avais pas prévu. J'ai parcouru mon téléphone et mes vieilles photos et j'ai établi une chronologie. Pas pour être mesquin, bien que j'admette qu'il y avait un petit élément satisfaisant dans l'organisation, mais parce que je savais comment ma famille fonctionnait. Si je disais, vous m'avez négligé, ils diraient que j'étais sensible. Si je leur montrais le schéma, les dates, les textos, les preuves, ce serait beaucoup plus difficile à balayer d'un revers de main. Remise de diplôme en mai il y a 2 ans. Le texto de maman annulant. Pas de suivi. Pas de reprogrammation. Mon 25e anniversaire, pas d'appel. L'appendicectomie, pas de visite. Noël, où je suis resté assis seul sur le canapé pendant 1 heure pendant que tout le monde se rassemblait autour des échographies de Paige. La naissance de Lily, pas de notification. La photo Facebook horodatée 3 jours après. Le message vocal de maman qui disait « ça ne te ressemble pas » sans une seule reconnaissance de ce qu'il avait causé. Les messages du groupe de discussion. Je n'ai jamais été mentionné dans les 5 mois de silence après que j'ai arrêté de tendre la main. Tout cela documenté. Net, organisé, indéniable. Drew m'a aidé à répéter. Pas de manière formelle, juste autour de bière sur sa terrasse. Lui jouant l'avocat du diable. Et si ta mère pleure, a-t-il demandé. J'ai dit que je resterais calme et m'en tiendrais au fait. Et si ton père te traite encore de dramatique? J'ai dit que je lui dirais que les preuves disent le contraire. Et si Paige dit qu'elle ne voulait pas t'exclure? J'ai dit que je lui demanderais pourquoi elle n'a jamais pris de nouvelles quand elle a réalisé qu'elle l'avait fait. Drew s'est penché en arrière dans sa chaise et a dit, tu sais, il pourrait ne pas réagir comme tu le veux, n'est-ce pas? Il pourrait s'enfoncer. Il pourrait se mettre en colère. Il pourrait essayer de te faire passer pour le méchant. J'ai dit, je sais, mais je l'aurais dit, et c'est plus que tout ce que j'ai jamais fait. L'occasion s'est présentée début septembre. Ma mère m'a envoyé un texto, le premier texto direct depuis des semaines, disant « L'anniversaire de papa est le 21. Nous dînons à la maison. S'il te plaît, viens, Carter. » Ça signifierait beaucoup. J'y ai réfléchi pendant 2 jours. Puis j'ai répondu par texto. Je serai là, mais je dois parler à tout le monde de quelque chose. C'est important. Elle a répondu presque instantanément. Bien sûr, chérie. Nous pouvons parler de tout. Nous voulons juste te voir. J'ai fait une capture d'écran de ce texto et je l'ai montré à Léa. Elle a dit, elle ne sait pas ce qui l'attend, n'est-ce pas? J'ai dit, non, mais j'en ai fini de protéger les gens de la vérité pour qu'ils puissent continuer à vivre dans une version de la réalité où tout va bien. Le 21 était un samedi. J'ai repassé ma chemise. J'ai mis la chronologie dans un dossier. J'ai embrassé Léa à la porte et elle a dit, appelle-moi après. Peu importe comment ça se passe. Drew m'a envoyé un texto sur le chemin.
Ne les ménage pas, mon frère. Je me suis garé dans l'allée de mes parents à 18 heures précises. Il y avait déjà 4 voitures. Tout le monde était à l'intérieur. Je pouvais les voir par la fenêtre de devant, riant, tenant des verres de vin. Pej faisant sauter Lily sur sa hanche pendant que Tran parlait à mon père. Toute la famille réunie, tout comme sur la photo de l'hôpital. Je suis resté assis dans mon camion pendant environ 2 minutes, j'ai pris une grande inspiration, j'ai pris le dossier et j'ai franchi la porte d'entrée. Quand j'ai franchi cette porte, ma mère s'est précipitée vers moi comme si je revenais de la guerre. Les bras ouverts, un grand sourire. « Oh, Carter, c'est si bon de te voir. » Elle m'a serré fort dans ses bras, et pendant une seconde, j'ai presque perdu mon courage parce qu'elle sentait le même parfum qu'elle a porté toute ma vie, et ça m'a frappé en plein cœur. Mais j'ai tenu bon. Je l'ai serré dans mes bras en retour, j'ai dit bonjour à tout le monde, j'ai serré la main de mon père, et j'ai même tenu Lily pendant 1 minute. Elle était magnifique. De grands yeux bruns et ses tout petits doigts qui se sont agrippés à mon pouce comme si elle m'attendait. Cette partie m'a fait plus mal que prévu. Le dîner était du poulet rôti avec des pommes de terre et des haricots verts, le plat préféré de mon père. Nous avons mangé. Nous avons fait la petite conversation. Tran m'a posé des questions sur mon travail et je lui ai parlé du poste de chef d'équipe, et il a semblé sincèrement impressionné, ce qui était agréable. Pej a complimenté ma chemise, ce qui m'a semblé bizarre car elle n'avait rien complimenté de moi depuis à peu près la 2e année. Ma mère continuait de me regarder avec une expression nerveuse, comme si elle sentait que quelque chose était différent, mais ne pouvait pas mettre le doigt dessus. Après le dessert, quand les assiettes ont été débarrassées et que tout le monde était assis autour de la table avec du café, j'ai dit, avant de conclure, je dois parler à tout le monde de quelque chose. La table est devenue silencieuse. Ma mère a posé sa tasse. Mon père s'est penché en arrière dans sa chaise, les bras croisés, ce qui était sa position par défaut pour tout ce qu'il ne voulait pas entendre. Pej a regardé Tran, qui a haussé les épaules comme s'il ne savait pas non plus ce qui se passait. J'ai dit, d'abord, joyeux anniversaire, papa. Je le pense sincèrement. Mais je suis venu ici ce soir parce qu'il y a des choses que je dois dire, et j'ai besoin que vous me laissiez finir avant que quiconque ne réponde. Pouvez-vous faire ça? Ma mère a hoché la tête. Mon père n'a pas bougé. Pej a dit, bien sûr. J'ai ouvert le dossier. Pas de façon dramatique. Je ne l'ai pas claqué sur la table ni agité en l'air. Je l'ai juste posé devant moi, ouvert comme une feuille de référence. J'ai dit, le 14 mars, Pej a eu Lily. Toute la famille était à l'hôpital. Personne ne me l'a dit. Je l'ai découvert 3 jours plus tard sur une publication Facebook. Quand j'ai appelé maman, elle a dit que vous ne vouliez pas me déranger. Je veux commencer par là parce que c'est la raison pour laquelle j'ai été distant, mais ce n'est pas la seule raison. C'est juste la plus récente. Ma mère a ouvert la bouche et j'ai levé la main. S'il te plaît, laisse-moi finir. J'ai parcouru la chronologie calmement, factuellement. Ma remise de diplôme à laquelle personne n'est venu. Mon anniversaire que personne n'a retenu. L'appendicectomie pour laquelle personne ne m'a rendu visite. Le groupe de discussion dont je faisais techniquement partie mais dont je n'ai jamais fait partie. Les 5 mois de silence après que j'ai arrêté de tendre la main et que personne ne l'a remarqué. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas pleuré. J'ai énoncé chaque point comme si je lisais un rapport. Et j'ai laissé le poids de l'accumulation faire le travail. Quand je suis arrivé à la fin, j'ai dit, j'ai passé toute ma vie à être le gamin facile, celui qui se plaint pas, qui ne fait pas de vagues, qui n'a besoin de rien. Et quelque part en chemin, vous en avez tous déduit que je n'avais besoin de rien du tout. Vous avez cessé d'être là pour moi. Pas une fois, pas par accident, mais constamment, pendant des années. Et le pire n'est pas que c'est arrivé. Le pire, c'est que quand j'ai arrêté d'appeler, personne ne l'a remarqué. 5 mois, pas un seul d'entre vous n'a appelé juste pour prendre des nouvelles. Pas une seule fois. Le silence à cette table était la chose la plus assourdissante que j'ai jamais entendue. Ma mère a été la première à parler. Ses yeux étaient humides et sa voix tremblait. Et elle a dit, « Carter, je ne savais absolument pas que tu ressentais ça. Nous t'aimons. Nous t'avons toujours aimé. » J'ai dit, « Je crois que tu m'aimes, maman. Mais l'amour sans action n'est qu'un mot. Tu m'aimes,
mais tu ne m'as pas appelé quand ma sœur a eu un bébé. Tu m'aimes, mais tu as manqué ma remise de diplôme pour déménager les meubles de pêche. Tu m'aimes, mais quand j'étais seul à l'hôpital, ton téléphone était en silencieux. À un moment donné, je dois arrêter d'écouter ce que les gens disent et commencer à prêter attention à ce qu'ils font. Mon père s'est agité sur sa chaise. Il a dit, « Attends un peu. Tu donnes l'impression que nous t'avons délibérément exclu des choses. Ce n'est pas ce qui s'est passé. Les choses deviennent mouvementées. Les gens oublient. Ça ne veut pas dire que nous ne nous soucions pas de toi. » Je l'ai regardé. J'ai dit, « Papa, tu as conduit 45 minutes pour aller chercher le cousin Marcus pour la naissance de Lily. Marcus qui a dit qu'il n'aimait pas les hôpitaux. Tu ne m'as pas oublié. Tu n'as simplement pas pensé à moi. Il y a une différence. Et honnêtement, je ne suis pas sûr de savoir ce qui est le pire. » Il n'a pas eu de réponse à ça. Je l'ai vu ouvrir la bouche et la refermer. Et pour la première fois de ma vie, mon père n'avait rien à dire. Paige était restée silencieuse pendant tout ce temps. Elle fixait la table. Et quand je l'ai regardée, elle avait des larmes qui coulaient sur son visage. Elle a dit, « Carter, je suis tellement désolée. J'aurais dû t'appeler. J'aurais dû t'envoyer un texto à la seconde où j'ai commencé le travail. Je t'avais dit que je le ferais et je ne l'ai pas fait. Et il n'y a aucune excuse pour ça. J'ai dit, je peux te poser une question. Et j'ai besoin que tu sois honnête. » Elle a hoché la tête. « Pourquoi ne m'as-tu pas appelé ? » Pas l'excuse. La vraie raison. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Puis elle a dit quelque chose qui m'a brisé le cœur et a tout rendu compréhensible en même temps. Elle a dit, « Je n'y ai pas pensé sur le moment. Avec tout ce qui se passait, je n'y ai tout simplement pas pensé. Et je sais à quel point ça sonne terrible, mais c'est la vérité. » J'ai dit, « Je sais. C'est ça le problème. » L'ambiance dans la pièce était lourde après ça. Ma mère pleurait ouvertement. Mon père fixait la table. Tran tenait Lily dans l'autre pièce. Et Paige me regardait comme si elle me voyait clairement pour la première fois. J'ai dit, « Je ne suis pas ici pour punir qui que ce soit. Je n'essaie pas de vous faire sentir coupable. Je suis ici parce que j'avais besoin que vous l'entendiez. Tout. Parce que j'ai passé 28 ans à prétendre que ça ne faisait pas mal, et je ne peux plus faire ça. Je ne ferai plus ça. » Ma mère a dit, « Que pouvons-nous faire ? Dis-nous quoi faire. » J'ai dit, « Vous pouvez commencer par me traiter comme si je faisais partie de cette famille. Pas quand c'est pratique. Pas quand je vous le rappelle tout le temps. Et si vous ne pouvez pas faire ça, ou si vous ne voulez pas faire ça, alors j'ai besoin de le savoir parce que j'ai des gens dans ma vie maintenant qui sont là pour moi sans qu'on leur demande. Et je ne vais pas continuer à garder une place libre pour des gens qui ne viennent pas. » Ça a fait mouche. J'ai pu le voir. Le visage de ma mère s'est décomposé. Mon père a décroisé les bras. Paige a essuyé ses yeux et a dit, « Tu as raison. Tu as entièrement raison, et je vais faire mieux. Je le promets. » J'ai dit, « Je l'espère, mais je ne vais pas retenir mon souffle, et je ne vais pas prétendre que tout va bien en attendant. J'ai besoin de le voir avant de le croire. » Je me suis levé. J'ai remercié mon père pour le dîner. J'ai dit à ma mère que le poulet était bon. J'ai embrassé Lily sur le front et j'ai dit à Paige qu'elle était un beau bébé. Et puis je suis sorti, sans partir en trombe, sans claquer les portes, juste en partant calmement, selon mes propres termes. Je me suis assis dans mon camion pendant quelques minutes et j'ai appelé Léa. Elle a répondu à la première sonnerie. J'ai dit, « Je l'ai fait. » Elle a dit, « Comment te sens-tu ? » J'ai dit, comme si je venais de poser quelque chose que je portais depuis 28 ans. Elle a dit, « Bien. Rentre à la maison. » C'était il y a 3 mois. Et voici où en sont les choses. Ma mère m'a appelé 2 fois. Une fois pour me demander si je voulais venir dîner le dimanche. Une fois juste pour parler. Les 2 fois, elle m'a posé des questions sur mon travail, sur Léa, sur comment j'allais. Des conversations courtes, un peu maladroites, mais elles ont eu lieu. C'est elle qui les a initiées. Ça compte. Mon père n'a pas appelé, mais il m'a envoyé un texto avec une photo d'un coin de pêche qu'il avait trouvé avec le message « J'ai pensé que ça te plairait ». Pour mon père, c'est à peu près l'équivalent d'écrire un sonnet. J'ai répondu par texto « Ça a l'air bien ».
Peut-être qu'on pourra y aller un de ces jours. Il a dit, j'aimerais ça. Nous n'y sommes pas encore allés, mais la porte est ouverte. Paige a été la plus constante. Elle m'appelle chaque semaine. Elle m'envoie des photos de Lily. Elle m'a invité à dîner 2 fois, juste moi, pas toute la famille, juste pour passer du temps ensemble. La 2e fois, elle a dit, j'ai réfléchi à ce que tu as dit, sur le fait de ne pas penser à toi, et j'ai fait attention, et tu as raison. J'étais tellement absorbé par ma propre vie que je n'ai pas vu la tienne. Et je suis désolé. Je sais que désolé n'est pas suffisant, mais je vais continuer à être présente jusqu'à ce que ça le soit. J'ai dit, c'est tout ce que j'ai toujours voulu, Léa et moi, nous sommes toujours aussi solides. Elle a rencontré ma mère le mois dernier pour la première fois et ça s'est bien passé, ce qui ressemblait à une sorte de miracle. Drew m'a dit l'autre jour que je semblais différent, dans le bon sens. Le docteur Holt a dit que je faisais des progrès, ce qui de sa part est pratiquement une ovation debout. Écoutez, je ne vais pas m'asseoir ici et vous dire que tout est parfait. Ma famille a des années de négligence à rattraper. Et je ne suis pas assez naïf pour penser qu'une conversation à une table de dîner a effacé tout ça. La confiance prend du temps. Les schémas prennent du temps à se briser. Mais pour la première fois de ma vie, ils savent. Ils savent ce qu'ils ont fait. Ils savent ce que ça a fait. Ils savent que je ne serai plus le gamin facile qui ravale sa douleur pour que tout le monde puisse être à l'aise. Et voici ce que je sais. Je sais que j'ai une vie que j'ai construite à partir de 0 pendant les 5 mois les plus difficiles de mon existence. Je sais que j'ai une femme qui décroche à la première sonnerie. Je sais que j'ai un meilleur ami qui me dit la vérité même quand c'est inconfortable. Je sais que j'ai un travail dans lequel je suis bon, un thérapeute qui ne me lâche pas, et une nièce aux doigts minuscules qui attrape mon pouce comme si j'étais la personne la plus importante dans la pièce. Ma mère a dit qu'il ne voulait pas me déranger. Il s'avère que ce n'est pas moi qui aurais dû m'inquiéter d'être un dérangement. C'est moi qui aurais dû exiger d'être remarqué il y a longtemps. Mon nom est Carter. J'ai 28 ans et je ne suis la pensée après coup de personne. Pas maintenant.